Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes bien sur SciBiopod, un podcast qui traite de science-fiction et de fantastique sur tous les supports possibles et inimaginables auxquels l'espèce humaine a pu penser jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous allons parler d'un bouquin que j'ai lu courant des années 90 et qui s'appelle L'échiquier du mal, Carrion Comfort en anglais. Donc ce n'est pas le premier livre de Dan Simmons que j'ai lu, c'est le deuxième. Le premier étant bien entendu le chef-d'œuvre qui est la saga d'Hyperion et d'Endymion, un des meilleurs space opéra écrits ces 40 dernières années, et c'est vraiment peu de le dire au vu de la qualité du contenu. Donc je vais parler bien entendu, l'ayant lu aussi à plusieurs reprises, mais j'ai également besoin de faire une petite pause sur la science-fiction dans les bouquins. Donc les thématiques sont bien souvent, il faut être relativement clair, bien lourdes. Quoique y regarder d'un peu plus près en effet, surtout surtout si je dois parler de l'échiquier du mal, les thématiques que l'on peut y trouver ne sont guère mieux. On ne fait pas semblant dans l'analyse psychologique d'un certain type de personnes. Donc pour un livre qui se situe dans une sorte de fantastique contemporain, certaines des remarques effectuées par Dan Simmons semblent portées par une observation, on va dire, pointue de l'espèce humaine, et ce depuis fort longtemps, puisqu'effectivement le constat qu'il fait, c'est pas nécessairement un constat que l'on fait ces 40 ou 50 dernières années. Je crois que c'est un constat qu'on peut faire sur les 4000, 5000 ans d'histoire, à minima, et je dis bien vraiment à minima. Pour être tout à fait honnête, je n'avais pas relu ce livre depuis le milieu des années 90. Et par hasard, en faisant en effet une recherche sur YouTube, je suis tombé donc en faisant une recherche sur Dan Simmons, je suis tombé sur l'audiobook complet de L'échiquier du mal dans la langue de Shakespeare, et dont le titre original, si je n'ai pas déjà dit, c'est Carrion Comfort. Alors, audiobook au passage, je tiens à le signaler, audiobook au passage qui est remarquable, avec de multiples voix et des accents différents qui montrent, ou plutôt laissent entendre, les origines plutôt différenciées de tous les personnages présents dans cette histoire. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Alors, l'échiquier du mal, et en ce sens-là, vraiment, ce ne sera pas le premier, l'échiquier du mal est un récit de vengeance. Donc, rien d'original là-dedans, vous me direz. De vengeances multiples, je dois ajouter, de vengeances qui ont la vie et la dent dure. Et ce que j'entends par là, c'est que les personnages qui veulent mettre en place les vengeances en question, ce sont des choses qu'ils vont mettre en place, qu'ils vont rechercher, qu'ils vont préparer et qu'ils vont mettre en place sur plusieurs années, voire des dizaines d'années pour l'un de ces personnages. Donc c'est important à signaler. Et ça, je parle à la limite juste pour les protagonistes. Si on se réfère aux antagonistes, c'est pire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne passent leur temps qu'à penser qu'à ça. Alors, pas nécessairement en termes de vengeance, mais plutôt en termes de quelle manière je vais pouvoir faire mal à quelqu'un, quoi. Enfin, on n'est pas nécessairement dans la caricature, mais après, parce qu'on peut comprendre les personnages étant donné ce par quoi ils sont infligés. Mais au-delà de la vengeance, bien sûr, c'est aussi un récit fantastique où certains personnages démontrent, en effet, des capacités, des talents que l'on qualifierait aujourd'hui d'inhumains. Encore que, 3 petits points, cela est certainement sujet à débat et interprétation. Vous allez comprendre, un certain nombre d'individus, peu nombreux, fort heureusement, mais même déjà vu le nombre ça suffit, il faut l'indiquer, sont capables dans ce livre, dans l'univers de ce livre, qui est un univers contemporain. On est dans les années 80, donc début des années 80, avec aux États-Unis. Alors pour les lieux, j'en parlerai un petit peu plus après, pas maintenant, mais concernant les personnages, donc un petit nombre d'individus qui est capable d'influencer, et là aussi entre parenthèses, j'ai presque envie de dire le mot est faible, voire de prendre le contrôle total du corps et de l'esprit d'un ou de plusieurs personnes, et ce, à distance, plus ou moins grande. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont capables de prendre le contrôle d'autres personnages à distance, à 10, 15, 20 mètres, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils puissent voir les personnages, mais vous avez d'autres personnages qui sont capables de prendre le contrôle d'une personne qui se trouve à des kilomètres. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, soyons très clairs, d'une certaine manière, c'est le rêve humide et toujours vivace de tout autocrate, tyran et dictateur en herbe ou confirmé, qu'il ou elle soit dans le secteur privé ou public. Une évidence, la précision est inutile, cela va de soi. C'est une histoire contemporaine qui se déroule, donc, comme je le disais, début des années 80, mais qui prend racine, en effet, dans le passé trouble de l'Europe lors de la Deuxième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs de cette manière que le livre commence. Il nous plonge dans les affres d'un camp de concentration
concentration. Alors, pas nécessairement d'un camp de concentration, si je me souviens bien, ça commence au ghetto de Varsovie et on finit dans un camp de concentration, enfin en tout cas au tout début, où un sergent SS ainsi que d'autres officiers SS font la démonstration, donc c'est un jeune officier SS dans les années 40, font la démonstration de leur pouvoir de subjugation sur des individus d'origine juive qui sont de toute manière condamnés à périr à brève échéance. Donc, pour résumer, en bref, pensez Charles Xavier des X-Men avec une certaine variabilité du pouvoir en question. C'est-à-dire, il n'y a pas de cérébraux là dans ce bouquin. Vous avez juste des individus qui ont ce type de pouvoir et dans lesquels une certaine variabilité du pouvoir s'exerce. Donc, bien comprendre cet aspect-là parce qu'effectivement, il a son importance dans la manière dont le récit se développe. Alors, pour parler de ce livre, je vais tout d'abord introduire les personnages principaux. Parce que sans eux, en fait, finalement, je crois que il n'y a pas l'essence même de ce livre. Avant de plonger dans les thématiques essentielles qui font effectivement les aspects spécifiques de ce bouquin. Pour parler de ce livre, je vais tout d'abord introduire les personnages principaux, que ce soit les protagonistes de cette histoire ou les personnages antagonistes également. Avant de plonger, on va dire, dans les thématiques à travers lesquelles ces personnages vont devoir passer et qui vont les amener à faire des choses auxquelles ils n'auraient pas préalablement pensé pouvoir faire dans une vie antérieure. Donc on va commencer par un personnage qui est vraiment très important et qui est assez marquant hein, quand même dans son parcours, même très touchant on va dire, le docteur Sollasky, donc, qui est un psychiatre dans les années 80, mais qui, au tout début de cette histoire, qui commence en Pologne, dans le ghetto de Varsovie, donc qui est relativement jeune, qui est un adolescent, je crois qu'il a entre 10 et 15 ans, je me souviens plus trop, et avant que lui et le reste de sa famille ne soient envoyés dans un camp de la mort, donc vous imaginez, enfin moi j'ai lu ça dans les années 90, lire cela, quoi qu'on en dise, en effet aux alentours de 20 ans, c'est un espèce de coup de poing hein, dans le ventre, tout en ayant bien sûr vu des atrocités dans les documentaires à disposition fin des années 80, la fiction, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce livre finalement, c'est que parce que quand on voit les images d'un certain nombre de documentaires, bon, bien connus, hein, et bien entendu je pense pas au documentaire de Leni Riefenstahl, hein, on pense à d'autres documentaires qui nous ont montré les fours, etc., et comment ça fonctionnait, quel était l'objectif, etc., etc. Mais en termes de fiction, quand on lit, pardon, ce bouquin, on est assez choqué, je pense, par la cruauté qui est démontrée et le côté, toujours ce besoin d'un certain nombre d'individus qui sont intellectuellement capables, c'est pas la question, mais qui en deviennent des gens inhumains parce que finalement, ils se considèrent supérieurs aux autres pour bon, x, y raisons qui les regardent, et je les laisse dans leur prétendue supériorité, bien sûr, ce que l'histoire a utilisé son couperet pour montrer à quel point leur prétendue supériorité était tout à fait hors de propos, absolument pas fondée sur des choses réelles. Mais bon, c'est un sujet. Ce qui est important avec ce personnage Sollasky, c'est que on comprend à titre individuel tous les déchirements en fait qu'il doit subir, donc d'être séparé de ses parents, donc sa mère est déjà décédée si je me souviens bien dans le ghetto, et il est séparé de son père et de sa sœur, et donc on voit des scènes. Enfin, moi, je les visualise, quoi, parce qu'il n'y a que comme ça, finalement, que j'ai pu percevoir ce bouquin à l'époque. Je l'ai lu, je l'avais en tête, quoi. Donc, je vois son père avec sa petite fille dans les bras qui vont vers les douches, quoi. Donc, ouais, ça fait quand même un peu froid dans le dos, quoi. Et comme je disais, ouais, c'est un coup de poing dans le ventre total, hein, parce que ça fait mal de voir, de visualiser ça, et en même temps, bien sûr, ça fait référence. J'ai pu forcément faire référence, puisqu'à l'école, on nous a montré un certain nombre de documentaires, que j'espère que ces documentaires sont toujours montrés, d'ailleurs, donc qui consistent, bien entendu, à parler des horreurs qui ont été faites dans les fameux camps de la mort, que je ne nommerai pas ici, c'est pas l'objectif de toute façon. Je pense que c'est important d'avoir conscience de ces aspects-là plutôt que de rentrer
dans des considérations de type le voyage, l'exploration par Apollo de la Lune, ça n'existe pas, hein, tout comme les camps de concentration, ça n'existe pas. Euh, et la planète Terre est plate, bien sûr, c'est évident. Sarcasme, hein, je précise, tout ça. Enfin, non seulement c'est même pas une question de croyance, mais c'est une question de qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des différents pays pour comprendre. Enfin, hormis le côté terre est plate, ça c'est encore autre chose. Bref, je diverge, excusez-moi, je vais me reconcentrer sur mon propos et sur ce bouquin. Et je tenais aussi à préciser, soyons clairs, ce que je dis ici concernant ces aspects-là et ce qui s'est passé à ces époques-là n'est certainement pas un blanc-seing pour raser des quartiers entiers aujourd'hui avec les habitants qui s'y trouvent, et ce quel que soit l'endroit sur la planète. Et pour ceux qui n'apprécient pas les positionnements équilibrés, je vous invite bien sûr à aller écouter d'autres podcasts, et par avance, merci. Sol Lasky nous explique qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il est parti sur la terre de ses ancêtres, non pas en tant que combattant, mais en tant que médecin, enfin pas tout à fait médecin, il y a un terme infirmier de guerre, si vous voulez. Donc, il était donc chargé de sauver toutes les vies qu'il pouvait sauver. Enfin, c'est comme ça que le personnage, en tout cas, est présenté. Puis, il est devenu un universitaire aux États-Unis, mais entre le moment où il s'échappe d'un camp de la mort et son arrivée dans ce qui s'appelle encore la Palestine à l'époque, il a subi l'une des dégradations les plus viles qu'il n'ait jamais connues. Pire que le ghetto de Varsovie et la recherche de la moindre miette de nourriture à disposition. Pire, pendant environ 24 heures, Sol Lasky est devenu un pion, littéralement. Dans une partie d'échecs où d'autres êtres humains, tous nazis au passage, contrôlent à distance les centres moteurs et nerveux des individus qu'ils déplacent directement, à volonté, sur un échiquier grandeur nature, dans un vieux château prussien. Donc ça aussi, tout le côté un peu lugubre, macabre de ce qui se produit. Le château est un peu en ruine, si je me souviens bien. Ça vous met dans un état, enfin, pas nécessairement dans un état, mais ça image, ça symbolise en tout cas un certain nombre de choses concernant cette période assez sombre de l'espèce humaine qui, bref, si on avait pu s'en passer, ça aurait été bien, mais bon, bref, c'est un autre sujet là aussi. Donc, fameux château prussien réquisitionné ou occupé pour l'occasion, pour le bon plaisir de ces officiers SS ayant des pouvoirs psychiques manifestement dangereux. Donc, le sergent SS qui prend le contrôle de Sol Lasky s'appelle Willy von Burchard. Je le prononce certainement très mal. Je vais dire, j'ai pas fait d'allemand, donc comptez pas sur moi pour y mettre les formes, j'en suis désolé. Donc, ce fameux Willy, il a choisi Sol Lasky comme marionnette de chair, et sans rentrer dans les détails, encore une fois, de l'ensemble du livre, on le rencontre à nouveau à Charleston avec deux autres personnes, deux vieilles dames. Donc ça, on les rencontre dans les années 80. Okay, il y a des sauts qui sont effectués dans le temps, qui sont pour lui des amis, entre guillemets, qu'il a connus pendant son adolescence en Allemagne. Donc à Charleston, c'est un vieux monsieur. Donc Willy von Burchard est devenu un vieux monsieur en fin de carrière, un producteur de films à la retraite, qui maintenant s'appelle William Borden. Donc nous avons aussi une présentation de son associé dans cette firme produit des films, de plus ou moins de série B, et son associé qui va prendre en fait, je dirais, le contrôle de la société s'appelle Tony Harrod, donc, qui est donc l'associé de William Borchen, dans la société de production ayant donc des bureaux à Los Angeles, Hollywood. Et Tony Harrod, soyons très clairs aussi, pourquoi est-ce qu'il est en bisbille, en contact et en partenariat économique avec cet ex-SS, c'est parce que lui aussi, il a comment dire, un certain nombre de pouvoirs. C'est le stéréotype du producteur salace qui signe ses contrats au bord de la piscine tout en poursuivant d'autres activités illicites. Donc, pas vraiment une gravure de mode, d'après ce qu'on nous fait comprendre dans sa description. En fait, plutôt l'inverse. Il se venge, là aussi, encore une question de vengeance, sur des actrices 2 fois plus jeunes que lui, qui rêvent de crever l'écran, mais pour cela, elles doivent passer la promotion piscine de ce cher monsieur Harrod. Il va de soi que cela n'est bien entendu
pas évident pour les personnes en question, sans compter la capacité qu'il a, ce cher monsieur, à utiliser ce genre de situation pour exercer des pressions sur les intéressés. C'est-à-dire que, donc, monsieur Harrod, pour être plus clair, pour être moins cryptique, est quelqu'un qui a aussi des pouvoirs, qui a une très grande préférence pour les jeunes demoiselles, donc les starlettes qui veulent crever l'écran, comme je disais, et qui donc exerce son pouvoir de contrôle psychique quand ces personnes viennent pour tout simplement pour présenter leur book, pour se présenter avec si leur agent est là ou pas, enfin généralement leur agent n'est pas là d'ailleurs, donc et pour voir si ce monsieur a des projets à leur proposer. Et il fait en sorte de leur faire un certain nombre de choses, vous aurez compris, vous m'aurez compris, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails, qui peut être dommageable pour leur carrière, d'autant plus si les actes en question ont été enregistrés. C'est un spoiler sans en être un, c'est-à-dire si un gars à ce niveau-là fait ce genre de choses, c'est que de toute façon, il va utiliser tous les moyens possibles à disposition pour exercer un certain nombre de pressions. Je pense pas que ça soit le premier à faire ça, que ce soit dans la fiction ou que ce soit dans la réalité. Alors ce qui m'a choqué d'ailleurs, alors à l'époque non, parce que j'ai lu ça dans les années 90 et je sais pas si c'était de la fabulation ou pas, enfin j'étais pas autant intéressé par Hollywood que j'ai pu l'être après, mais ce que je tenais à indiquer, c'est que Monsieur Simons a l'air d'être vraiment très au jus, très au courant des mœurs, ainsi que des us et coutumes qui se pratiquent dans les milieux de la production à Hollywood. Il faudra attendre, enfin, rappelons-nous en effet qu'il faudra attendre 2014-2015 pour qu'un gars comme Weinstein soit plombé par ses multiples promotion canapé ou promotion chambre d'hôtel sans consentement. Donc je dois avouer que relire ce livre, enfin plutôt l'écouter en audiobook à notre époque, colore les périodes précédentes de ce milieu d'un halo violet pas vraiment du meilleur effet. Un peu comme si de jeunes vierges, hommes ou femmes d'ailleurs, devait être sacrifié au dieu cinéma. Cela m'a fait penser à un bouquin sur le sujet d'ailleurs, que je vous conseillerais, qui s'appelle La mafia à Hollywood, ou comment les premiers studios hollywoodiens se sont formés dans les années 20 du siècle dernier. Donc il y a une centaine d'années. C'est édifiant, c'est le moins qu'on puisse dire. On en apprend de belles. Donc l'aparté étant faite, repassons à sa collègue, puisque bon, c'est un producteur à Hollywood, il passe, il fait des deals, il met en place des deals. Donc c'est là où il est bon, c'est là où il est capable. Et avec le pouvoir psychique qui est le sien, forcément il a un pouvoir d'influence qui peut être relativement important. Donc sa collègue, en fait qui est sa secrétaire, c'est Maria Chen. Alors Maria Chen, c'était une trentenaire, c'est une jolie asiatique ou eurasienne, je sais plus, je me rappelle plus sur le coup, c'est pas grave. Alors, il y a quelque chose de très spécifique la concernant, c'est que c'est une personne neutre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'elle n'est pas susceptible d'être influencée par le pouvoir de son boss de producteur, Monsieur Harrod. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que, en fait, le pouvoir de ces vampires psychiques ne l'influence pas du tout. C'est-à-dire que ça, a priori, ça influence le commun des mortels, mais il y a un certain nombre de personnes qui sont tout à fait... qui passent au travers et que ça n'influe pas du tout. Par contre, elle a certaines spécificités, cette personne, cette Maria Chen. Donc, ce qui aussi est valable et bien sûr vaut le coup en tant que secrétaire ou assistante particulière de Monsieur Harrod, c'est que elle est vraiment là pour bosser quoi. Mais il y a quelque chose, bien entendu, hein, elle a un certain nombre de particularismes, c'est que c'est une junkie et elle se drogue avec des drogues dures. Donc, mais apparemment, c'est sous contrôle. C'est sous contrôle jusqu'à ce que ça ne le soit pas, c'est évident. Et le pacte qui unit Maria Chen à Monsieur Harrod est aussi vraiment très particulier. L'affection existe entre cette paire un peu hors du commun. C'est que pour être en mesure de contrôler son addiction à une drogue dure, Tony Harrod l'aidera sans rien demander en retour pour une fois, ce qui bien sûr correspond assez peu au personnage que l'on a vu agir précédemment. Alors, d'autres antagonistes, et je dirais que ce sont les antagonistes, pour l'une d'entre elles en tout cas, principaux, avec Willy le nazi. Alors vous avez Melanie Fuller et vous avez Nina Drenton. Ce sont deux vieilles dames, et Melanie reçoit donc ses amis, comme je le disais, à Charleston. Elle reçoit William, donc le SS, Willy, et elle reçoit Nina Drenton. Et ce sont des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Ce sont donc les deux vieilles dames qui utilisent également des pouvoirs psychiques pour utiliser leur entourage
leurs entourages respectifs. Elle joue avec William à ce jeu morbide depuis 40 ans au moins, si ce n'est plus. Tout leur entourage, proche et moins proche, en est bien sûr victime. Ici, pas de dégâts collatéraux, que des dommages directs qui n'auront de cesse de les hanter. Parfois, faut aussi bien le signaler, avec une fierté morbide non dissimulée. Nous avons enfin Nathalie Preston, une étudiante qui a aux alentours de 20 ans, entre 20 et 25 ans, une jeune afro-américaine dont l'accent est superbement bien rendu au passage dans l'audiobook, dont le père a disparu près de la maison de Mélanie Fuller et qui ne comprend pas ce qui a pu se passer étant donné que son père est un homme sans histoire qui vient d'être sauvagement assassiné sans aucune raison valable. Comme son père était un gentil gars, elle a la rage au ventre, elle adore son père qui lui a tout appris de la photographie. Elle devient, d'une certaine manière, l'ange sombre d'une vengeance implacable, comme Sol Lasky, prête à tout pour se venger de ces monstres psychiques. Enfin, nous avons forcément, étant donné qu'il y a eu des meurtres et que nous sommes dans une ville, Charleston, qui a une force de police, nous avons le shérif, Bobby Joe Gentry. Alors, il faut bien comprendre que nous sommes entre le fantastique et l'enquête policière. Donc, des gens sont morts, et les proches des victimes, pas tous, cherchent à comprendre. Shérif Gentry représente, et ça fait plaisir à voir pour une fois en effet, un shérif ouvert d'esprit, curieux de tout, qui connaît bien sa ville de Charleston et qui apprécie ses habitants. À cause et grâce à cela, il va en effet essayer de comprendre ce qui a pu se produire, ce qui peut expliquer cette dizaine de meurtres, aussi sordides soient-ils. Alors ce récit aura lieu dans plusieurs villes. Tout d'abord, il y a les événements déclencheurs et les meurtres dans Charleston, en effet. Puis on va se retrouver aussi à Washington pendant un certain temps, et notamment dans une banlieue de Washington, à Germantown. Et on va se retrouver aussi sur une île en particulier qui appartient à un secrétaire d'État pour une réunion annuelle bien précise et particulière. Le concept de vampire psychologique est amené ici à son plein développement narratif, comme une forme parasitaire en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est un livre qui est d'une incroyable précision quant à ses personnages. Après l'avoir écouté, il n'y a pas un dialogue qui ne s'explique pas. Il y a pas... Je veux dire, tout fait sens. Les réactions des personnages, la manière dont ils vivent cette histoire, pourquoi certains cherchent à se venger, pourquoi les autres personnages antagonistes, et notamment les monstres, les vampires psychiques, sont comme ils sont. Donc tout s'explique de manière très précise. On pourrait même se sortir de la fiction presque et des pouvoirs donc, qui sont utilisés pour penser d'une certaine manière que c'est une allégorie des manipulations psychologiques et émotionnelles. C'est aussi parce qu'il y a des incidences au niveau de certaines agences à 3 lettres américaines, donc le FBI essentiellement d'ailleurs, et un membre du Sénat si je me souviens bien, et puis une réunion avec des anciens présidents, donc c'est une allégorie de la politique et des systèmes de pouvoir hiérarchisés. Ça aussi, faut en avoir conscience. Ce qui m'a paru en tout cas extrêmement valable à l'écoute de cet audiobook, c'était incroyable de saisir à quel point ce livre est d'actualité. C'est-à-dire le pouvoir qui devient une folie, sans le sens des responsabilités qui devrait aller avec. C'est clairement une thématique que l'on peut retrouver aujourd'hui, surtout de ces gens, et vous m'excuserez un peu des termes utilisés, surtout de ces gens qui gouvernent à coups de, entre guillemets, j'assume 3 petits points, mais dont la responsabilité s'arrête justement à prononcer ces mots, comme pour les absoudre, une espèce de forme consacrée en quelque sorte. Car c'est en effet bien de ce qu'il s'agit, l'utilisation de pouvoir sans aucune limite, aucune contrepartie, aucune responsabilité. Dans ce bouquin, en tout cas dans sa forme, il s'agit d'utiliser des êtres humains comme des jouets interchangeables ou des marionnettes si vous voulez. On comprend donc aisément que nos antagonistes utilisent leurs dents, leurs dents, ça j'espère qu'ils utilisent, encore que les deux personnes âgées ne l'utilisent plus trop à un moment, les 3 personnes âgées, ça c'est un autre sujet. On comprend donc aisément que nos antagonistes utilisent leurs dons sans aucun garde-fou, sans aucune limite. Pour eux, tous les autres ne sont que de la chair à canon à leur disposition. Donc ce manque de mesure engendre à son tour des déséquilibres émotionnels internes qui leur permettent justement d'effectuer tous les actes innommables qu'ils commettent
par personne interposée. Finalement, nous avons affaire à une forme, et je l'ai dit précédemment quelque part, une forme de parasitisme qui s'étend sur la durée. Et c'est amusant de voir avec du recul jusqu'où peut amener cette forme de parasitisme. C'est-à-dire que les personnes sont concentrées sur leur survie, leur survie, leur survie, et ça finalement crée une forme de narcissisme et d'égomania, se transforme comme une espèce de folie qui devient une folie progressive et rampante qui ne fera que détruire de l'intérieur la personne qui se laisse aller à ses penchants. En me faisant la réflexion du fait que c'était une allégorie et que une allégorie du pouvoir ou des pouvoirs en quelque sorte, et qu'est-ce que l'utilisation de pouvoir pouvait engendrer chez certains individus. Donc c'est ça qui était intéressant et c'est ça que sur quoi je tenais à discuter, c'est que l'image qui me vient soudain en tête est celle d'un logiciel buggé qui fonctionne éventuellement très bien, qui fait le job, voyez, mais dont les défauts manifestes et les bugs en fait n'apparaissent pas sur l'ordinateur sur lequel il est installé, mais qui progressivement vont abîmer le matériel, la mémoire vive, hein, par exemple, et provoquer une panne qui un jour sera fatale. Alors il est évident que sur un ordinateur, la mémoire vive, on peut la changer. Sur un cerveau humain, c'est pas tout à fait la même opération. À l'inverse et à contrario de ça, vous avez des thèmes qui parlent de la responsabilité et du sacrifice, mais qui en parlent d'une certaine manière. C'est-à-dire on n'est pas dans le marketing et la publicité sur le sacrifice et les responsabilités. C'est totalement l'inverse. Ce sont des thèmes qui sont envisagés mais de manière discrète. A contrario, les thèmes de la responsabilité et du sacrifice prennent discrètement le pas devant un tel déchaînement égomaniaque. Dans le sens où ils avancent de manière invisible, en toute discrétion, mais avec détermination. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui est bien, c'est que vis-à-vis de personnes qui utilisent les pouvoirs qu'elles utilisent et qui font beaucoup de bruit et qui sont extrêmement bruyantes, vous avez deux personnes, Sol Lasky et Nathalie, qui ont décidé, un, de s'associer parce qu'ils ont des motivations semblables, et deux, qui vont faire en sorte de... Et d'abord, elles sont obligées, parce que ces vampires psychiques ont la capacité d'étendre leur sens de l'observation par personne interposée. Donc, Sol et Nathalie ont besoin d'être extrêmement discrets dans la mise en place de leur vengeance. Je dis pas qu'ils vont y arriver au passage, hein, c'est pas une certitude, mais ils sont obligés. Alors, donc il y a un aspect, il y a des nécessités qui sont là, qui les obligent en effet à travailler de manière invisible et en toute discrétion. Et bien sûr avec détermination. C'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que d'une part il y a des jeux mortifères, enfin des jeux meurtriers pervers qui sont utilisés par ces vampires psychiques, mais vous avez quand même différentes modalités de ce pouvoir. Hein, qui peut s'étendre à de multiples individus, qui peut s'étendre sur de très très longues distances. Donc il y a une variation dans la manifestation de ces pouvoirs, qui peuvent être relativement étendus sur plusieurs personnes, ou qui peut se concentrer sur une personne ou deux, par exemple, ou qui peut ne durer que pendant un certain temps, parce que la personne n'est pas suffisamment forte pour utiliser le pouvoir en question. Donc il y a des types de contrôle. Il y a justement un personnage, Barents, qui est un secrétaire d'État, donc qui est extrêmement riche, qui sait s'entourer, enfin qui est dans les cercles du pouvoir, mais qui n'est pas directement au sein de la présidence. Ce secrétaire d'État, par exemple, a un pouvoir très spécifique. C'est impossible d'agir contre lui, d'une part. C'est-à-dire que toutes les personnes qui le rencontrent ne veulent que son bien. C'est balèze comme pouvoir. Je veux dire, quelle que soit la personne qui existe sur la planète Terre qui a ce pouvoir, si tant est qu'il existe, waouh, je veux dire, je connais des tas de gens qui seraient très envieux. Donc ça, c'est déjà un premier point. Et l'autre point de son pouvoir, c'est que normalement, comme je l'ai indiqué pour Maria Chen, les personnes neutres sont imperméables aux pouvoirs mentaux de ces vampires. Sauf avec Barent. Barent est capable de contrôler les personnes neutres. Donc vous avez Nina Drenton qui est capable en effet par exemple de contrôler pas mal de personnes à de très grandes distances ou de prendre le pouvoir, de prendre le contrôle d'une personne qui est déjà contrôlée par une autre personne. Donc ça aussi c'était intéressant. Alors je tenais aussi à parler de quelque chose d'assez intéressant parce qu'il se passe à la fin du bouquin. Barents invite un certain nombre de personnes donc, qui ont les... Donc c'est un club privé sélectif où tout le monde a le pouvoir en question, un peu comme le club des SS donc dans les années 40
pour justement faire une partie de chasse par personne interposée. Donc les vampires utilisant des personnes lambda qui se massacrent les unes et les autres. Et il y a une troublante correspondance avec, on va dire, l'île appartenant à Jeffrey Einstein, le milliardaire qui s'est entre guillemets, pendu en prison. À la différence, comme je l'ai dit juste à l'instant, en effet, qu'il ne s'agit pas de pédophilie ici, mais d'orgies meurtrières où ces vampires psychiques s'amusent en laissant les marionnettes humaines qu'ils et elles contrôlent s'entretuer à loisir. Et de ce fait, ce livre est aussi une allégorie, une fantaisie sombre, des jeux politiques qui au final peuvent être simplement réduits à la guerre et l'utilisation de la violence. Alors il y a quelque chose qui était intéressant dans le domaine psychiatrique, c'est que Sol Lasky fait à un moment donné dans une discussion avec Nathalie, fait des conclusions mordantes sur les deux vieilles dames pétries de pouvoir. Leur motivation première et durable sont des jalousies d'écolières entre elles deux, hein, et son avis de psy, ce sont des sous-humains moralement retardés. Alors, à manipuler avec précaution ce genre de notions venant de la part d'une personne de ses origines, qui dit que ce sont des sous-humains, parce que à notre époque, ça peut sous-entendre aussi d'autres choses, c'est évident. Mais au-delà de ça, dans le cadre purement psychologique et psychiatrique, c'est une réflexion en effet qui est plutôt intéressante sur la notion de pouvoir sur autrui et qu'est-ce que cela est amené à engendrer dans la tête des gens, à savoir un sous-développement émotionnel important, permettant en effet de passer outre les conséquences de ces actes du moment que la personne gagne en influence. C'est ma foi une description assez précise, quasi clinique, si ce n'est totalement, du narcissisme psychologique ou de la perversion narcissique, des personnes incapables de ressentir des émotions sans être en mesure de perdre le pouvoir sur autrui qu'elles détiennent ou qu'elles tiennent à maintenir. On est dans une description de ce que sont les boursouflures de l'ego sans aucun garde-fou. Et dans ce cadre, la démonstration a beaucoup de sens en effet. Nonobstant, alors vous m'excuserez, hein, j'ai toujours voulu dire ce mot, ça m'est jamais arrivé, donc c'est l'occasion. C'est aussi, en tout cas pour moi, une critique plutôt claire du néolibéralisme non régulé qui essaye systématiquement de briser, dominer les gens qui l'emploient, et ce au nom d'une idéologie bien souvent mortifère. L'échiquier du mal est une description plutôt allégorique de ce système de coercition qui existe à l'intérieur des sphères du pouvoir, qui finalement ne font que donner des ordres sous le couvert d'une idéologie contestable, voire d'un fondamentalisme économique mortifère, encore une fois, où toutes les statistiques sont manipulées pour être présentées d'une certaine manière et pas d'une autre, alors qu'une multitude de petites mains exécutent les directives sans coup férir et sans trop se poser de questions ni prise de tête, sauf bien sûr lorsque leur propre tête se trouve sur le billard, prête à être fauchée et que le couperet est prêt à tomber. À cela, je n'ai qu'une chose à dire, il fallait peut-être se poser quelques questions avant. Alors, vous avez aussi un certain nombre de scènes avec un télévangéliste qui se permet de faire la morale à ses ouailles, qui se permet de faire des grandes déclarations religieuses, spirituelles, etc., alors que c'est un homosexuel dans sa vie privée. Et bon, c'est aussi quelqu'un qui utilise un certain pouvoir, un certain nombre de ses pouvoirs, pour justement garder sa congrégation toujours intacte et garder les richesses qui sont les siennes, la situation qui est la sienne, toujours intacte. Donc c'est assez intéressant de voir. Finalement, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas en revoyant, enfin en relisant ce bouquin, enfin en l'écoutant, pardon, de voir à quel point il y a un certain nombre de portraits de personnages qui, certes, ce sont des portraits qui sont faits dans une fiction, mais en fait, vous avez un certain nombre de personnages qui correspondent précisément dans la réalité américaine, en tout cas, hein, des années 80, mais de par la suite, qui correspondent à... Alors, c'est bien sûr, ce sont des extrêmes. On n'est pas dans la personne, comment dire, l'américain lambda de tous les jours. On est dans des extrêmes avec des personnages qui sont très souvent avec des capacités d'influence sur leur entourage qui est relativement grande, mais c'est toujours avec des positionnements clés, que ce soit dans la politique, avec, comment qui s'appelle ce monsieur dont je me souviens plus, avec Barent, voilà, Barent, qui est donc secrétaire d'État, et qui
à son petit club des damnés, on va dire, si les gens connaissent le club des damnés des X-Men. Pense à la BD, hein, pas nécessairement au film, là pour le coup, parce que c'est un peu ça finalement. Le parallèle, tiens. Mais c'est assez intéressant de voir avec du recul qu'il y a un certain nombre de clichés de personnages, de stéréotypes, de personnages qui sont utilisés et dans lesquels en fait Dan Simmons s'engouffre, mais en ayant à cœur finalement d'aller jusqu'au bout des clichés, c'est-à-dire ce sont des boursouflures, ce sont des extravagants, ça va tellement loin, les personnages vont tellement loin, sont tellement dingues, qu'en fait on aurait tendance à ne pas vouloir y croire puisque c'est écrit dans une fiction. Mais en fait on se rend compte que si vous vous êtes intéressé à l'actualité de ce qui s'est passé, donc que ce soit avec MeToo, que ce soit Weinstein, ou que ce soit avec d'autres personnages, que ce soit avec des évangélistes justement, donc qui font des choses vraiment pas catholiques du tout, ou que ce soit avec donc ce qui s'est passé à Hollywood, ou que ce soit avec tous les gens donc très connus, etc., qui ont fait partie de l'actualité. Ce bouquin a été écrit dans les années 80. Dans les années 70 même, pardon, dans les années 70, pas dans les années 80, il est sorti en 80. Donc ça colore forcément toutes ces découvertes qu'on a 40 ans après, mais comme je le disais, oui, en effet, d'un reflet violet, pas nécessairement du plus bel effet, quoi. C'est très dérangeant parce que ça signifie qu'il y avait des manières systémiques de fonctionner. Il y a des manières systémiques pour un certain nombre de personnages à des postes, un certain nombre de personnes qui sont à des postes clés dans différentes industries ou dans les milieux politiques, ou dans les milieux religieux. Il y avait des manières de fonctionner qui sont ancrées et qui étaient là depuis longtemps. Et c'est pas parce qu'en 2024 qu'elles ont disparu. 1980, 44 ans, ça fait froid dans l'eau, hein. Je veux dire, ça fait littéralement froid dans l'eau, en fait, de se rendre compte de ça, de se rendre compte du décalage. Ouais, et non, il n'a pas écrit le bouquin dans les années 80, pardon, il a écrit le bouquin dans les années 90. Courant des années 80, et moi je l'ai lu en 91-92. Donc la version française, je crois que c'est une édition de 91. Donc le bouquin est sorti dans les années 90, fin des années 80. Et ouais, c'est quand même, c'est assez flippant de voir qu'à un certain niveau de... Je fais souvent la comparaison entre la fiction et la réalité dans ce podcast, d'abord parce que j'aime bien faire les deux, parce que ça permet de relativiser l'un par rapport à l'autre, ou de voir s'il y a des points de comparaison que l'on peut effectuer. Et là, c'est le cas, en fait. C'est très précisément le cas, que ce que décrit Dan Simmons comme type de personnage, alors peut-être pas nécessairement les protagonistes, les héros qui essayent de trouver qui a tué qui, etc. Mais les autres, en fait, les supposés méchants, ce sont des gens dont on a entendu parler dans la presse à plusieurs reprises. Alors, qui se soit pendu, qui se soit pas pendu, vous voyez qu'il y a eu tous ces mouvements-là. On est en 2024, enfin, il y a un certain nombre d'histoires qui ont eu lieu depuis le début des années 2010, mais globalement, ces comportements existaient depuis longtemps. Ça me fait penser que Weinstein a eu à un moment donné comme défense de dire que de toute façon, fallait pas rêver que lui ça avait toujours été. Il a précisément dit, et je crois que je l'ai lu dans un Hollywood Reporter auquel j'étais abonné pendant un certain temps, que de toute façon il n'était pas le seul. Un, il n'était pas le seul, que deux, c'était le bouc émissaire en fait de toutes ces histoires, mais parce que bon, le gars il a pas fait semblant a priori aussi, donc il faut peut-être un peu remettre les choses dans l'ordre. Et de trois, que tout le monde faisait comme ça. Donc c'est dans ce sens-là que relire ce bouquin, notamment sur Tony Harrod, le producteur, c'est un classique, hein, le gars il fait 1m60 ou un truc comme ça, il est moche, enfin bon bref, la nature a pas été en tout cas très sympathique avec lui, et il décide de se venger, quoi. Ouais, ce personnage-là, et donc il y a un côté symbolique du personnage à Hollywood, de producteur qui profite de sa situation pour faire un certain... Et là aussi, il y a des personnages aussi qui sont des personnages secondaires, notamment quand il a des besoins, n'est-ce pas? Il voit une actrice qui a une quarantaine d'années, etc. Et donc,
et ils vont batifoler de temps en temps, et ce de manière régulière, mais c'est un côté purement pratique, quoi, et pas autre chose. Mais la manière dont les scènes sont décrites, c'est-à-dire ce qui se passe dans leur tête, quelles sont leurs préoccupations, etc., non, c'est juste génial, quoi. De voir aussi, d'ailleurs, parce que je sais, alors, il y a des polémiques concernant Dan Simmons, concernant ses partis pris en termes politiques, qui se ressentent pas dans ce bouquin, au passage, hein. Donc ça, je tenais à préciser. Et j'ai pas envie de polémiquer là-dessus, ça m'intéresse pas. Mais je sais que ça a été un enseignant, qu'il a une manière de parler, pardon, qu'il a une manière de parler des gangs et des jeunesses d'origine afro-américaine qui correspond à l'époque, hein, fin des années 70, début 80, donc avec pas mal de drogue, avec toujours les accents particuliers, que ce soit autour de Washington, etc. Enfin, les descriptions paraissent crédibles. Je ne sais pas à quel point ces descriptions correspondent à certaines réalités. D'abord parce que j'ai pas vécu là-bas, et puis j'ai pas pu être témoin de ce qui se passait là-bas à ces moments-là. Mais la manière dont, enfin, tous ces squats, de toute façon, je l'ai vu, je l'ai vu, non, je l'ai pas vu, mais je l'ai vu dessiner dans d'autres BD, et parfois des BD, des comics américains, où vous voyez des squats où vous avez des tas de gens qui se mettent en vrac, quoi. Rien de neuf, et de toute façon, mais ça existe encore à notre époque, presque à ciel ouvert. Donc, c'est pas des phénomènes qui sont neufs. Par contre, ce qui est très spécifique, c'est que c'est la manière de montrer ces éléments-là dans le livre, avec le type de descriptions qui sont utilisées, les intonations des personnages, la violence qui est susceptible de se manifester à n'importe quel moment. Ça, c'était intéressant. Et là, je pense que c'était pas nécessairement loin de la réalité, quoi. Je pense qu'au contraire, c'était relativement proche. Donc, c'est ce qui est un peu dommage, bien sûr, ce qui est même carrément dommage, mais c'était important de le souligner. Avec aussi cette espèce pareil, de description de la police et de ces agences à trois lettres qui sont toujours un peu dans la réaction par rapport à un certain nombre de choses qui peuvent se passer dans ces quartiers-là, enfin, qui ont tout un ensemble d'a priori sur la manière de fonctionner, pour eux en tout cas, en tant que système qui doit donc maintenir l'ordre, de quelle manière s'y prendre pour le faire, et de quelle manière se comporter avec ces personnes donc qui sont d'origine différente mais qui habitent dans le même pays. Il faudrait peut-être aussi le signaler, même s'il y a tout un tas de problèmes de drogue, etc., etc. Ouais, j'ai pas senti en tout cas à ce moment-là, et dans ce bouquin, j'ai pas senti qu'il y avait du racisme. J'ai plus senti qu'il y avait une volonté de décrire un certain nombre de comportements, et que, tu dire, les uns sont les corollaires des autres aussi, hein, entre le téléévangéliste qui fait ses prêches et qui amène toujours des tas de gens, et qui a aussi une connotation très particulière, avec des ambitions particulières, d'avoir un certain type de personnes qui viennent dans son église, ou qui seraient susceptibles de venir dans son église. Ça aussi, ça valait la peine de se rendre compte de ça, de voir que tous les politiques, que ce soit, et tous ceux qui sont à la tête d'un certain nombre d'agences, ne sont là que pour penser finalement à leur propre tête. Mais c'est pareil, il y a une perception de la désadministration, c'est-à-dire des jeux de coq qui ont lieu, de comment ça se met en place, de qui fait quoi, comment, pourquoi, qui essaye de passer, qui essaye de manipuler, et dans ce cadre-là, qui a un pouvoir d'influence ou pas. Donc le soubassement, finalement, la réflexion qu'il y a derrière l'échiquier du mal, qui explique aussi donc les pauvretés, ou la pauvreté et la violence dans les quartiers noirs, tout ça s'explique finalement par une manifestation et une utilisation de pouvoir qui n'est pas dans l'empathie humaine. On est au contraire, on est dans quelque chose d'inhumain. Je tenais à signaler aussi au passage que le bouquin prend place début des années 80. Donc on sait très bien, début des années 80, au niveau politique, il y a une dérégulation qui commence à être mise en place aux États-Unis, qui est assez puissante, et qui fait pas nécessairement du bien à un certain nombre de populations aussi. Je tenais à le signaler, que ça plaise pas, que ça dérange ou que ça dérange pas, je tenais quand même à le signaler. Et mais voilà, c'est qu'il y a un côté de ce bouquin qui parle de ça. Alors c'est une interprétation et c'est une opinion purement personnelle, parce que c'est pas direct, et que c'est pas directement dit, mais c'est l'impression que ça m'a donné en tout cas. À l'époque, j'avais apprécié ce bouquin. Alors j'avais apprécié ce bouquin
pour les côtés horrifiques. Alors, les côtés horrifiques parce que il y a des scènes qui sont à véritablement faire dresser les cheveux de votre au ras de votre nuque quoi. Il y a des scènes dans une maison abandonnée avec une de ces personnes qui a des pouvoirs et qui contrôle tout le voisinage. Que vous, si vous traversez ça et que vous êtes un simple être humain, je me rappelle à cette époque quand j'ai lu ces scènes-là, je veux dire de suite, les images me sont apparues en tête. Qu'est-ce que j'aimerais pas me retrouver. Et ça m'a fait penser aussi à des choses, pas des situations, parce que c'est pas du tout le cas, mais plutôt des perceptions parfois, c'est-à-dire de se retrouver dans des vieux endroits et en ayant un mauvais pressentiment sur le lieu en question. Voilà, ça m'est arrivé une ou deux fois à me dire c'est pas un endroit où j'aimerais rester quoi. Et je pense que bon, ça faisait ce feeling s'est mis en relation avec ce que je pouvais percevoir de ce livre quand je l'ai lu et quand j'ai notamment lu ces scènes. Bon, les scènes d'action sont des scènes d'action, donc il y a un certain nombre de choses qui se passent. Mais c'est justement parfois, c'est là où Dan Simmons est très bon, c'est qu'il la préparation de ces scènes d'action ou la préparation de ce qui se passe juste avant ou ne serait-ce que dans la tête des personnages fait que il y a des moments où vous vous dites j'aimerais pas être dans leur basket quoi, j'aimerais pas me retrouver à faire ce genre de choses. Donc ça il est très très bon pour mettre en situation les personnages avant que l'action ne démarre. Et je pense que je m'arrêterai sur ces mots parce que je pense que j'ai fait un tour relativement complet sans trop rentrer dans les détails du livre en question. J'espère que vous aurez apprécié. J'espère que vous avez eu une bonne écoute de ce podcast, que vous avez passé un moment intéressant en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur le canal de Saidiopod. Au revoir.